Et salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça fait réfléchir, et cette fois on commence un nouveau bouquin, Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi. Dans cet épisode, on va traiter de l'intro et du quatrième de couverture. Le quatrième de couverture, il nous dit « Même s'ils ont peu, les pauvres ont de l'argent. Cet argent est source de fantasmes, on l'imagine mal dépensé, mal utilisé, mal alloué. Pourtant, on s'interroge peu sur la manière dont il le gère, ce qu'il devient et qui il enrichit. Des émeutes du Nutella à la baisse des APL en passant par le steak doré de Franck Ribéry, cet essai déconstruit notre perception de la pauvreté et interroge notre rapport à la consommation. La place du luxe ou du superflu dans nos vies, les dépenses contraintes, la nécessité ou non, des petits plaisirs que l'on s'octroie. Ou encore l'influence du regard de l'autre sur nos achats. Denis Colombi, sociologue, enseigne les sciences économiques et sociales au lycée. Il est l'auteur d'un blog sociologique, Une heure de peine. Donc Denis Colombi, c'est un sociologue qui a écrit 3 bouquins. Celui-ci est Qui travaille vraiment et Pourquoi sommes-nous capitalistes. Il a aussi écrit une fiction qui s'appelle Au cœur des mécas. Mais ici, on va du coup s'intéresser à la question de où va l'argent des pauvres et on va commencer par l'introduction. De l'argent pour les pauvres, quelle drôle d'idée. L'heure de pointe, un homme, parfois une femme, rentre dans la rame du métro et entame un petit discours, sorte de ritournelle à l'air si reconnaissable, et dérouler une liste de difficultés plus ou moins récentes. La perte d'un emploi, une séparation douloureuse, un décès dans la famille, une guerre à l'étranger suivie d'un exil. Parfois, il mentionne son âge, ses enfants, la nécessité de rester propre et digne ou la disposition à travailler pour peu qu'un emploi se présente, n'importe quel emploi. Invariablement, le discours se finit par une demande simple, de l'argent, un ticket restaurant ou de quoi manger. Toujours la même scansion, toujours le même exposé. Cette scène nous est si familière que nous n'y prêtons plus grande attention. Mais parfois un détail, presque rien, réveille notre attention. C'est peut-être un vêtement un peu trop propre, une paire de chaussures d'apparence neuve, un sac de sport dernier cri. Parfois, c'est un smartphone que l'on devine dans la main ou dans la poche de celui ou celle qui quémande, ou des écouteurs que l'on voit pendre à son cou ou couvrir ses oreilles. Souvent, c'est les paquets de cigarettes, la canette de bière ou la bouteille d'alcool. Pourquoi des gens qui ont toutes ces choses feraient-ils la manche? Le doute s'immisce jusque chez les plus généreux. Cette personne a-t-elle vraiment besoin d'argent, se demande-t-il? Saura-t-elle utiliser de façon avisée ce que je m'apprête à lui donner? D'un seul coup, voilà le mécène du métropolitain qui hésite. C'est qu'il ne voudrait pas que l'argent, son argent, gagné à la sueur de son front, vienne encourager le stupre et la paresse au détriment du travail et du mérite. Alors il calcule, il évalue, il juge. Ce discours est-il crédible? Ce pauvre est-il vraiment pauvre? Intérieurement, il en vient à pester. Si seulement ces gens savaient quoi faire de leur argent, ils n'en seraient pas là. Il y en a même certains parmi les mancheurs qui préfèrent jouer carte sur table. J'ai besoin d'argent pour m'acheter de l'alcool. La phrase peut être dite avec ironie, mais aussi avec tout le sérieux du monde. Moi je suis toxico, j'ai besoin de me payer ma dose. Il y a qu'à Paris que je peux trouver ma drogue. C'est ce qu'expliquait un jeune garçon, à peine sorti de l'adolescence, à mon voisin de métro, qui l'enjoignait à quitter la capitale pour sortir de la pauvreté. Je venais pour ma part de lui donner une pièce. Avais-je commis une faute en accordant un peu d'aide à quelqu'un qui allait visiblement l'utiliser pour un produit à la fois dangereux et illégal? Où va l'argent des pauvres? Voilà un sujet qui soulève l'inquiétude et la colère, mais beaucoup moins l'interrogation ou même la simple curiosité. Il raconte son expérience en tant que professeur dans un lycée où lui et d'autres professeurs s'insurgent que des parents ne veulent pas payer 4 € pour permettre à leurs enfants une sortie scolaire au théâtre. Lui et ses collègues estiment que 4 € c'est peu, mais surtout que les parents d'élèves et les pauvres notamment dépensent bien mal leur argent, en faisant référence aux chaussures, vêtements, téléphones, etc. des élèves. Cette anecdote de son début de carrière illustre que lui aussi en vient à se dire mais est-ce que ces pauvres sont-ils vraiment pauvres? Vient évidemment ensuite la question de se dire s'ils sont pauvres, c'est peut-être juste qu'ils savent pas gérer leur argent, ou peut-être même qu'ils méritent d'être pauvres justement parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Ces idées, elles sont en réalité tristement banales puisque à l'heure où il écrit son livre, il nous dit qu'on est en été 2019 et qu'on est en pleine polémique sur l'allocation de rentrée scolaire qui supposément permettrait d'acheter des écrans plats à des familles qui devraient pas avoir les moyens pour ça, mais devraient dépenser ces sous dans le matériel scolaire pour leurs enfants. Cette idée que les pauvres utilisent mal l'argent pousse à des politiques de contrôle pour s'assurer que, quand on leur fournit des aides, ils vont bien utiliser ces aides. Cette idée, elle est tellement répandue qu'il nous cite les propos de Samia Ghali, qui est sénatrice PS, et qui nous dit « Aujourd'hui, on distribue de l'argent et on ne demande rien en contrepartie. » Mais ce que nous dit Denis Colombi, c'est que très bien, alors si cet argent il est mal utilisé, on peut se poser la question de où va cet argent? Où va l'argent des pauvres? De l'anecdote à la suspicion généralisée, de la dénonciation de l'assistanat à celle de la fraude sociale, du trou de la sécu au pognon de dingue que coûteraient les minima sociaux, des SDF qui vivraient si bien dans la rue, aux hordes de migrants sur le point, paraît-il, de voler tout à la fois, les allocations et l'emploi des Français. La rencontre des questions de la pauvreté et de l'argent est une source intarissable de fantasmes politiques.
On convoque à leur propos des images, des personnages, des situations dont il paraît le plus souvent inutile d'essayer d'établir de façon préalable la réalité. L'appel à réformer l'allocation de rentrée scolaire en est un exemple parmi tant d'autres. En l'état, rien n'indique qu'elle soit massivement ou même simplement significativement détournée par ses bénéficiaires. Aucun rapport, aucune enquête n'est venu la placer sur l'agenda médiatique et politique pour signaler l'existence d'un problème qui demanderait une intervention urgente. Mais en la matière, l'anecdote et la suspicion sont amplement suffisantes. Et il n'en faut pas plus pour attirer le feu des projecteurs et les commentaires les plus assurés. D'ailleurs, un enseignant voyant arriver dans sa classe un élève sans matériel pensera souvent spontanément que c'est là le signe de l'inconséquence de ses parents et non le résultat de la pauvreté elle-même. En fait, il aura même toutes les chances de se dire que c'est cette inconséquence qui a causé la pauvreté. Celle-ci n'est en somme toute qu'un symptôme des tares parentales et non un problème en soi. Encore moins le véritable problème. Et il nous dit aussi que sur les sujets de la pauvreté et de l'argent, la position prise par les personnes en général est plus une mise en scène de l'identité plutôt qu'une recherche de la compréhension du sujet. En d'autres mots, que les positions sont plutôt caricaturales, qu'à gauche on va se mettre du côté de la pauvreté et de défendre les pauvres et contre le pouvoir corrupteur de l'argent, et à l'inverse que si on est de droite, on va se mettre en faveur des riches et de leur argent et contre les pauvres. Et que ces prises de position-là, elles se feront pas forcément en accord avec la réalité des faits, mais plus en accord avec une vision idéologique qu'on cherche à déployer. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on imagine souvent qu'il y a une bonne manière de gérer son argent, et ça, indépendamment du contexte. Que bien souvent, l'idéal de comment on devrait gérer son argent, c'est une projection de la part de la classe moyenne et supérieure sur cette gestion. On peut penser au nombre intarissable de livres, de podcasts, d'émissions, de gens qui nous expliquent comment il faudrait dépenser son argent, comment il faudrait économiser, comment il faudrait épargner, comment il faudrait investir. Mais la réalité, c'est qu'une bonne gestion de l'argent quand on en a, c'est peut-être pas la même chose qu'une bonne gestion de l'argent quand on n'en a pas. Puisque la gestion de l'abondance et la gestion de la pauvreté, c'est peut-être pas les mêmes pratiques à mettre en place et donc pas du tout la même gestion qu'il faut avoir. Puis il nous propose un retour vers le réel et non ce qu'il devrait. Donc dans ce court paragraphe, il fait une incise sur la sociologie, en expliquant que la sociologie, c'est une science empirique, donc son enjeu, c'est avant tout de décrire le réel. Qui dit sociologie dit Pierre Bourdieu, qu'il cite en disant que la sociologie, c'est une science qui dérange. Qu'elle n'est ni de gauche ni de droite, mais qu'elle va chercher à décrire des phénomènes que, bien souvent, on a tendance à vouloir simplifier par volonté idéologique ou politique. Permettre de comprendre est la première vertu de ses travaux. Comprendre pourquoi un SDF peut être amené à avoir un smartphone. Comprendre comment certaines familles en viennent à privilégier l'achat de pâtes à tartiner ou d'écrans plats sur les fournitures scolaires des enfants. Comprendre aussi ce que devient cet argent, quel rôle il joue dans les économies plus vastes, et particulièrement au sein de ce qu'il faut bien appeler le capitalisme. Il s'agit de traiter ces choix de la part des pauvres non pas comme des erreurs mystérieuses et proprement incompréhensibles, mais bien comme le produit de rationalité, de calcul et de décision, dont on peut reconstituer la logique au point de se dire « peut-être que si l'on s'était trouvé dans la même situation, on n'aurait pas fait un choix si différent. » Contre ceux et celles qui préfèrent la facilité du jugement, qu'il s'agisse de condamner ou d'excuser, la sociologie propose de commencer par faire le travail ingrat de comprendre ce qu'il se passe. Le fil d'Ariane de l'argent. Lorsque l'on pense à la pauvreté, quelques éléments constitutifs nous viennent spontanément à l'esprit. Le chômage, l'absence de diplôme, les services sociaux, les banlieues, la criminalité. Tout cela fait bel et bien partie de l'expérience de nombreuses personnes en difficulté. Et c'est souvent au travers de ces problèmes sociaux que l'on aborde la question de la misère. Mais pourtant, tous les pauvres ne sont pas au chômage. Tous ne sont pas sans qualification ni compétences. Tous ne dépendent pas des travailleurs sociaux. Tous ne vivent pas dans les banlieues, les cités et les grands ensembles. Tous ne sont pas délinquants. Par contre, tous achètent des choses. Tous gèrent un budget et dépensent de l'argent. Et tous sont, d'une façon ou d'une autre, des consommateurs, tant il est impossible de vivre dans une société comme la nôtre, sans jamais entretenir aucun rapport avec l'argent. Étonnamment, l'argent n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsqu'il est question de pauvreté. On préfère au mieux se concentrer sur ce qui explique, pense-t-on, le manque d'argent que sur ce dernier proprement dit. Pourtant, comment veut-on comprendre quoi que ce soit si l'on ne commence pas par là ? Se pose donc la question pour lui de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pauvre. En réalité, on utilise pas mal de choses pour définir ce qu'est une personne pauvre. Bien souvent, on parle du seuil de pauvreté en économie, mais ce seuil de pauvreté, il a ses limites. Est-ce qu'on est plus pauvre dès qu'on gagne 1 euro de plus, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros ? C'est pas évident. Et puis une autre manière de définir ce que c'est que quelqu'un de pauvre, ça peut se faire par la privation matérielle. Mais en réalité, il existe des gens qui sont capables de dire oui, mais les SDF français, ils sont pas si pauvres quand on les compare par rapport à la misère que vivent certaines personnes à l'autre bout du globe.
Tout ça pour dire qu'en réalité, définir ce que c'est que la pauvreté, c'est avant tout un enjeu politique. Est-ce qu'on devrait dire que les classes populaires dans l'ensemble sont pauvres? Ce qui nous dit, c'est qu'en réalité, la pauvreté, c'est faire partie du bas de l'échelle sociale. Alors savoir à quelle limite on trace le bas et on définit que en dessous ça, c'est la pauvreté, c'est toute la question. Mais on définit bien souvent, en fait, la pauvreté par rapport à celles et ceux qui ne le sont pas, par rapport au reste de la société. Juste avant, on se disait que ça pouvait être un enjeu de privation matérielle, mais en réalité, quand on regarde par exemple dans une société de chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas de pauvres, parce qu'il n'y a pas de minorité en privation quand les autres n'y sont pas. S'il peut y avoir des moments durs pour la société en termes d'accessibilité à la nourriture, on va pas avoir une partie de la population qui est stigmatisée et privée de nourriture pendant que le reste vit normalement. Une manière de définir la pauvreté, c'est de parler de la relation d'assistance. Dans une société différenciée, la pauvreté prend ainsi un autre sens. Le dénuement économique s'accompagne d'une identité particulière et donc d'un mode de relation aux autres lui-même spécifique. On n'agit pas, on n'interagit pas avec une personne identifiée comme pauvre de la même façon que l'on agit et interagit avec les autres. Qu'un pauvre ait le culot de réclamer un droit ou même simplement une part de la production, et il y aura toujours quelqu'un pour lui rappeler sa condition et la modestie qu'elle doit au regard des normes de la société, lui imposer. Qu'on lui parle avec mépris ou pitié, ce sera toujours comme à un pauvre qu'on le fera. Et on tolérera sans problème qu'on lui fasse subir ce qu'on trouverait inacceptable pour une autre personne. Chercher à contrôler ses dépenses ou lui interdire l'accès à certains lieux ou à certaines activités par exemple. La pauvreté est une étiquette apposée sur les individus qui détermine la façon dont ils sont vus et traités au sein de la société. Étiquetage dévalorisant et humiliant qui exclut des individus de la commune humanité et autorise à leur égard des traitements particuliers. En s'appuyant sur le travail du sociologue Georges Simmel, il nous dit que les pauvres sont en réalité des personnes qui se voient prêter assistance par la société ou qu'on considère comme telles. Il y a cette idée que les pauvres, c'est celles et ceux qui vivent de nos impôts, que ce soit le cas ou que ce soit une image fantasmée qu'on se fait de ces personnes. Le migrant, le chercheur et l'intermittent. Les migrants sont plus facilement caractérisés comme pauvres. Et leur qualité de vie, elle s'améliore énormément dès qu'ils font preuve d'être riches. Alors évidemment, il y a un enjeu raciste derrière ça, mais ce que ça montre au-delà du racisme, c'est aussi que la pauvreté, elle n'est pas forcément associée de la même manière aux personnes sur les mêmes critères. Il prend l'exemple des intermittents en expliquant que c'est une population de gens qui ont un métier qui leur fait recourir régulièrement à des aides de l'État. Mais que c'est quelque chose qui n'est pas remis en question par tout le monde, à l'exception de la droite qui remet toujours en question les aides quelconques apportées à qui que ce soit. Et pour qui, quelqu'un qui est intermittent, c'est quelqu'un qui a un travail, c'est quelqu'un qui contribue à la société, et c'est pas quelqu'un qui est qualifié de pauvre, de cassos ou de profiteur. On peut aussi le voir avec la profession des chercheurs et chercheuses, qui est une profession qui est relativement précaire elle aussi, mais qui a un statut social qui n'est pas du tout considéré comme pauvre. Migrants, chercheurs ou intermittents, vivre dans la précarité économique, ça reste violent. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on est pauvre. Et parce que être pauvre, c'est non seulement vivre cette précarité économique, mais aussi des discriminations de la part de la société. Les endettés de la société, la fabrique de l'assisté. C'est au travers de l'argent que s'établit en grande partie la relation entre les pauvres et le reste de la société, par le versement ou la potentialité de revenus d'assistance sous forme monétaire. Si certaines prestations sont remises en nature, comme ce peut être le cas pour les frais médicaux, la mise à disposition de liquidités occupe une place néanmoins centrale dans les dispositifs publics, justifiant souvent les autres contreparties qui peuvent être imposées aux populations précaires, telles que les parcours d'insertion. Puisque la société paye pour eux, elle veut en avoir littéralement pour son argent, et toutes les formes de contrôle des pauvres deviennent d'un seul coup beaucoup plus légitimes. On trouvera ainsi tout à fait normal les contrôles de la CAF. C'est de notre argent qu'il s'agit. L'intimité des bénéficiaires est bien peu de choses. Le transfert que permet l'argent crée une dépendance généralisée des pauvres au reste de la société. Parce qu'il est impossible de tracer l'origine de leurs revenus autrement qu'au travers de l'État. Ils sont à la fois libérés du caractère humiliant de la charité et soumis à une stigmatisation généralisée. Leurs dettes s'établissant vis-à-vis de la communauté et donc de tous, il leur devient difficile d'être vus comme autre chose que des assistés. Concrètement, il y a l'idée qu'une fois qu'une aide est institutionnalisée par l'État et la société en général, les personnes qui bénéficient de cette aide sont libérées du poids de, par exemple, devoir bénéficier de la charité, faire la manche, etc. Mais se retrouvent avec un poids différent sur le dos, c'est celui du regard du reste de la société qui estime que c'est moi qui paye mes impôts et c'est moi qui finance vos aides, donc quelque part c'est mon argent que vous utilisez. C'est ce qui définit ces personnes qu'on considère comme des assistants
injustices et désendettés auprès de la société dans son ensemble et qui justifieraient qu'on n'ait pas besoin de la même dignité à leur égard. À ça, on peut rajouter que bien souvent, les aides, elles sont conditionnelles à un bon usage supposé. C'est-à-dire que pour bénéficier d'une aide, il faut rentrer dans certains critères, mais aussi, cette aide, elle a un but. Elle est là pour vous permettre d'acheter potentiellement de quoi aller à l'école pour vos enfants, de quoi payer votre logement, etc. Ce but, il implique qu'il y a un bon usage supposé de cet argent. Et donc, ça justifierait un contrôle par la société pour vérifier que si vous bénéficiez de cette aide, vous utilisez comme il faut l'argent qui vous est alloué. Notamment parce que donner de l'argent, c'est prendre le risque de le voir mal utilisé. Ce qui dérange, c'est moins le transfert de richesse, lequel s'accorde sans aucun doute avec la plupart des conceptions morales de la charité chrétienne au solidarisme laïque, que le transfert de pouvoir. Celui-ci menace de faire sortir les pauvres de la place qui leur est attribuée, en leur donnant des marges de manœuvre et de choix qui sont vus avec suspicion et méfiance. Et on finit cette introduction sur ces mots. Comprendre ce que les pauvres font de leur argent et ce que celui-ci devient lorsqu'il circule dans la société, c'est donc comprendre non seulement ce qu'est la pauvreté en tant qu'expérience de la privation, mais aussi la place qu'elle occupe. Plus largement, dans nos économies contemporaines, enquêter sur l'argent des plus démunis, c'est aussi mettre au jour tout un réseau dont nous sommes aussi les acteurs. Voilà, c'était l'introduction de Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi. On se retrouve la prochaine fois pour le premier chapitre, les coupables idéaux du bon et du mauvais pauvre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, etc. Je vous recommande bien évidemment de lire le bouquin si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez retrouver mes vidéos qui vont sortir petit à petit au fur et à mesure qu'on va le traiter en stream.